Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, on est avec Philippe Martin, le président délégué du Conseil d'analyse économique. Bonjour. Philippe Martin. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous livrer en primaire cette étude du CAE sur l'impact du pass sanitaire sur notre économie. Et alors, pour avoir regardé l'étude en détail, c'est passionnant parce que vous regardez ce qui se serait passé si on n'avait pas appliqué le pass sanitaire. Et ça a l'air très solide et très sérieux parce que vous regardez ce qui s'est passé dans les pays proches de nous, comme la Belgique ou la République tchèque, qui étaient dans la même dynamique vaccinale avant d'appliquer un pass et qui n'ont pas appliqué un pass comme nous. Et vous regardez les évolutions, les divergences sur les économies. Votre conclusion, ce pass sanitaire a fait gagner à l'économie française 6 milliards d'euros. Oui, ça a eu un impact fort, à la fois en termes économiques et puis aussi sanitaires. Sanitaire, bien sûr. Ce qui se passe évidemment d'abord sur la vaccination, parce que la vaccination a augmenté, on le sait, fortement. Mais ce qu'on essaye d'identifier, c'est l'impact spécifique du pass sanitaire. Elle aurait augmenté de toute façon. Dans les autres pays, même sans pass sanitaire, elle a augmenté. Mais pas autant. Et à peu près la moitié de l'augmentation du taux de vaccination, elle est due, selon notre étude, en effet, au pass sanitaire, ce qui a permis du coup d'éviter un grand nombre de morts. Nous, on estime en France à peu près à 4000. On regarde aussi l'Allemagne et l'Italie, mais c'est en France parce que ces deux autres pays ont aussi mis en place un pass sanitaire, et c'est en France que l'impact a été le plus fort. Ce qui me prouve d'ailleurs que c'est pas simplement le pass sanitaire, c'est aussi la manière dont vous le mettez en œuvre. En France, comme vous le savez, ça a été très mis en avant, ça a été très fort. Alors qu'en Allemagne, qui est plus décentralisée, Exactement. Ça a été plus compliqué et plus différent d'un lander à l'autre. Et les restrictions, si vous n'aviez pas le pass sanitaire, étaient moins fortes qu'en France. Donc on voit bien que aussi les caractéristiques du pass sanitaire sont importantes pour sa réussite. Donc vous le dites, vous avez quasiment réussi à chiffrer le nombre de morts qu'il n'y a pas eu grâce à ce pass sanitaire en France, 4000, 1100 en Allemagne, 1300 en Italie, mais aussi les entrées en réanimation, les hospitalisations, ce qui fait qu'il y a derrière cet impact économique que vous avez réussi à calculer. Absolument. Donc il y a deux mécanismes par lesquels le pass sanitaire a pu avoir un impact sur l'activité économique. Directement, parce que si vous êtes vacciné, vous allez être plus rassuré, donc vous allez avoir plus d'interactions sociales, plus d'activités économiques. Et puis un mécanisme indirect, c'est-à-dire qu'on sait que quand justement il y a trop d'entrées dans les hôpitaux, dans les salles de réanimation, c'est à ce moment-là que le gouvernement est obligé de mettre des restrictions beaucoup plus fortes qui ont un impact très négatif sur l'économie. Et donc c'est ça qu'on a évité, parce que justement on a réussi en partie grâce au pass sanitaire, à éviter ce seuil de saturation qui déclenchait les restrictions très fortes. Et c'est vrai qu'au total, ça nous a fait gagner quand même, vous le dites, 0,6 points de PIB, ce pass sanitaire. Autrement dit, ça explique sans doute pourquoi l'économie française a plutôt bien résisté et bien rebondi, surtout dans les derniers mois. Absolument. Donc on le chiffre à peu près à 6 milliards et on s'arrête en fait à la fin décembre. Donc on pourrait même un peu continuer, mais en tout cas à ce stade c'est autour de 6 milliards et donc ça explique certainement en partie pourquoi par exemple au deuxième semestre 2021 la croissance de la France a été assez forte. Et pourquoi le chômage est peut-être si bas, 7,9%. Ça a certainement aussi eu un impact d'emploi. Alors on ne regarde pas sur l'emploi, mais certainement la croissance et l'emploi sont liés. Alors ce qui est intéressant avec votre étude, c'est que vous nous l'avez révélé là tout à l'heure pendant la publicité, vous l'avez soumise à Nature. Ça serait formidable qu'une étude avec une incidence économique soit validée par une revue scientifique. Oui, c'est formidable. Alors, on ne regarde pas seulement l'économie. Oui. Je pense que Nature serait intéressée à la fois par ce qui se passe en termes sanitaires et puis aussi en termes économiques. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on le fait sur l'impact économique. Et c'est très intéressant de présenter pour une fois les données de cette manière, ce qui aurait eu lieu ou ce qui n'aurait pas eu lieu sans telle ou telle mesure, surtout en année présidentielle. C'est vrai, ce qui est difficile à expliquer, en effet, c'est ce qu'on appelle, nous, un contrefactuel. C'est-à-dire, en effet, ce qui serait passé si on n'avait pas mis en œuvre telle ou telle mesure. Parce qu'on ne voit que ce qui se passe, évidemment, et l'autre histoire, l'histoire parallèle, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait passé si, toujours difficile à construire. Donc c'est ça un peu l'originalité de cette étude, c'est d'essayer d'identifier ce qui serait passé. Alors Philippe Martin,
profite aussi de votre présence sur ce plateau comme président délégué du Conseil d'analyse économique pour dire un mot quand même sur ce débat entre les cigales et les fourmis à Bruxelles, sous présidence française, Bruno Le Maire, premier Ecofin. Aujourd'hui, forcément, ce débat qui a été un peu enterré pendant la pandémie revient au goût du jour. Et vous faites partie, alors on a eu ce débat avec Dose Daniel tout à l'heure, faites partie de ceux, Philippe Martin, qui réclament que la France ne tienne pas ses engagements et renie ses promesses. Pourquoi ? Non, je ne le dirai pas comme ça. Je pense qu'il faut revoir les règles budgétaires européennes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette d'accord ensemble pour justement avoir des règles. Moi, je suis favorable à ce qu'on ait des règles budgétaires. Il faut qu'on soit prudent sur le plan budgétaire. Il faut certainement aller vers une réduction de la dette. Simplement... Oui, mais Bruno Le Maire, il veut des règles à la carte. Chaque pays choisit un peu ses contraintes. Non, il faut qu'en effet, qu'on s'adapte aux circonstances de chaque pays. Ça, je suis d'accord. Et je pense qu'en effet, le rythme de réduction de la dette ne peut pas être le même en Italie, en Allemagne et en France. Mais c'est crédible quand on a une monnaie commune et quand on a fondé cette monnaie commune sur la convergence. Ben justement, pour que ce soit crédible, il faut que ce soit réaliste. Et ça ne serait pas réaliste si on demandait à l'Allemagne, la France et l'Italie de faire les mêmes efforts au même rythme. Donc il faut s'adapter à une situation où, à cause du Covid, justement, on a un niveau de dette extrêmement différent dans les différents pays. Vous avez vu que les Allemands, notamment le nouveau ministre des Finances, il n'est pas trop d'accord avec vous, hein ? Je pense que les Allemands ont changé sur ce sujet, ont pas mal évolué. Donc non, je serais plus optimiste que vous. Ouais. Hein. Il y a un certain nombre de tabous qui ont été... alors, ils sont pas sur la même position que les Français, ça c'est vrai. Non. Vous êtes on est d'accord. Donc, mais je pense qu'on peut arriver à un compromis pour avoir des règles plus flexibles et plus souples et surtout plus adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Un compromis d'ici mars, comme le veut la France, pour des discussions dans l'été, ça va être dur, hein, c'est court. J'y crois pas du tout. Merci beaucoup Philippe Martin, président délégué du Conseil d'analyse économique, d'avoir été avec nous.